VOV5, café, livres et ciné. Julien, si je te dis partir de France à vélo pour rejoindre le Vietnam, quelle est la première image qui te vient à l'esprit? Alors c'est drôle maintenant, la première image qui me vient c'est la couverture du livre. Ouais. Mais si j'essaie d'oublier ma lecture 2 minutes, je crois que j'aurais imaginé quelqu'un de maigre, couvert de poussière, qui n'a pas vu un peigne ni un rasoir depuis des semaines, qui serait en train de pédaler sous un soleil de plomb au milieu de nulle part. Bref, j'aurais surtout imaginé la difficulté extrême. J'avoue, l'image est très précise. Hein. Donc, dans ton imagination, le voyage à vélo commence sans peigne ni rasoir. Bien, c'est noté. Mais moi, avant même d'imaginer le cycliste, je pense d'abord à plus de 16 000 kilomètres. De continents, des montagnes, des déserts, des frontières. Et surtout une question, pourquoi faire une chose pareille? C'est vrai. Pourquoi faire une chose pareille? Je me poserais exactement la même question. Faut avoir du temps, faut être en bonne condition physique, accepter l'inconfort, l'incertitude, parfois même le danger. Hein. Ouais. On a connu des lunes de miel plus reposantes. Mais d'un autre côté, avec un certain goût pour l'aventure, une grande curiosité et surtout quelqu'un avec qui partager tout ça, pourquoi ne pas le faire? Oui, parce qu'en réalité, c'est bien plus qu'un simple voyage. C'est l'histoire d'un couple, un Français et une Vietnamienne, qui choisit de traverser le monde pour relier deux pays, deux cultures, deux familles, et peut-être aussi deux façons de voir la vie. Mais une seule et même envie. D'accord. Partagée, et qui se traduit en, on va dire, une sorte de quête de dépassement de soi, de découverte de l'autre et surtout de recherche de sens. Une manière, je pense, de prendre le temps de vivre dans nos sociétés modernes, hyper connectées, qui nous incitent à tout faire à 100 à l'heure. Pour moi, c'est une sorte d'ode à la slow life. Slow life, d'accord. Pour mieux voir, mieux ressentir et peut-être aussi mieux se comprendre. Un vrai luxe aujourd'hui, non? Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si vous nous écoutez en voiture, dans le métro ou simplement en marchant, imaginez un instant, vous chargez 2 vélos, vous quittez votre maison et vous décidez de traverser le monde. C'est exactement ce qu'ont fait Tribo Clemenceau et sa femme Heng Nguyen. Aujourd'hui, dans Café, Livres et Ciné, un podcast de la Voix du Vietnam en partenariat avec l'Institut français du Vietnam à Hanoï, moi, Loan et Julien, nous vous amenons sur les routes d'Europe et d'Asie à la découverte de un duo vers l'inconnu. Avant d'être un livre, un duo vers l'inconnu est d'abord une aventure vécue. En 2018, Tribo Clemenceau et son épouse Heng Nguyen quittent la France à vélo. L'objectif, rejoindre le Vietnam après plusieurs mois de voyage. Mais cette aventure possède aussi une dimension solidaire grâce au projet Non-La, destiné à soutenir les enfants défavorisés au sud du Vietnam, pris en charge par l'association Poussière de vie à Ho Chi Minh Ville. Un Français et une Vietnamienne partis ensemble de France pour rejoindre le Vietnam à vélo. Julien, ce qui n'est pas sans rappeler certaines situations un peu plus proches de nous. Je me trompe? Non, certes, il y a des points communs. En revanche, moi, j'ai pas été aussi patient. Hein. J'ai pris l'avion pour arriver chez elle. L'avion. C'est plus rapide. Ce sera plus rapide. Alors, tu ne prendrais pas quelques notes en lisant ce livre? Mais j'en ai même pris plusieurs, tu sais, pour préparer l'émission, hein, déjà. Voilà. Et après, pourquoi pas préparer un voyage un jour? Oui, pourquoi pas. On en reparlera plus tard, hein. Mais revenons au livre pour préparer cette émission. Nous avons demandé à Tribo lui-même de choisir un passage du livre. Et voici justement le passage où tout commence. De chez moi à chez toi à vélo peut vouloir dire tellement de choses. Si toi et moi habitions dans le même village, cela pourrait prendre quelques minutes. Si nous habitions dans le même pays, cela prendrait quelques jours ou plusieurs semaines. Mais si moi,
j'habitais en France et toi au Vietnam. Serais-tu prête à me suivre ? Serais-tu vraiment prête à me suivre à travers l'Europe, le Caucase, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie, durant 1 an et ses 16 000 kilomètres ? À dormir sous la tente, à te baigner dans les rivières, les fleuves et les lacs ? À affronter les montagnes, les déserts, le soleil qui transperce les vêtements, même les plus épais ? À lutter contre le froid et la neige ? Ces questions, je les ai posées à Han Nguyen peu après lui avoir demandé sa main. Je voulais suivre mon rêve le plus haut, le plus grand, avec celle qui devait être la femme de ma vie. C'était le moment ou jamais. Pour moi, écrire ce livre, cela a été une évidence. J'ai toujours eu un goût très prononcé pour l'écriture et j'ai vraiment voulu en fait témoigner des rencontres incroyables que l'on a eues et puis aussi de l'aventure en tant qu'individu, mais aussi en tant que jeune couple franco-vietnamien qu'on a eu. Et puis j'ai essayé en fait aussi de retrouver ce souffle dans l'écriture, ce souffle de l'aventure, ce rythme de ces journées passées sur la selle de nos vélos, à rencontrer des inconnus, à avoir des peurs, beaucoup d'espoir, des craintes et aussi d'immense bonheur. J'ai essayé de retrouver ce souffle à travers les pages. Oui, et je pense que le lecteur aussi retrouve le souffle que Thibaut a voulu mettre à travers les pages. Bon, pour expliquer un peu plus le contexte du livre, celui-ci a été entièrement écrit, mis en page par son auteur, avant de paraître en auto-édition en 2021. Puis une traduction anglaise, intitulée From My Home to Yours, a suivi dans la même année. Et depuis cette année-là, 2026, l'ouvrage est également disponible en vietnamien sous le titre Te Nha Anh Ve Nha Em. Très bonne prononciation. Merci beaucoup. Publié par les éditions Kim Dong. Les versions papier des livres contiennent des photographies uniquement en noir et blanc, mais pas d'inquiétude, toutes les photos sont accessibles en couleur, en ligne ou sur les réseaux sociaux du projet Nonna. Sur Facebook Et Instagram. On vient de vous présenter l'auteur et l'aventure, mais le livre lui-même, qu'est-ce que c'est ? Julien, comment raconterais-tu ce livre à quelqu'un qui ne l'a jamais lu ? Et sans trop en dévoiler non plus. Alors, Thibaut nous a déjà donné pas mal d'éléments. Et le pitch de base est extrêmement simple. Tout est dans le titre vietnamien, de chez lui à chez elle. Le problème, c'est qu'il y a 16 000 kilomètres entre les deux. Oh là. Donc là, on est dans la grande tradition des récits de voyage, ceux qui nous font découvrir le monde, mais aussi les récits qui nous transforment pendant le chemin. On pense parfois à des auteurs comme Nicolas Bouvier, le poète voyageur, ou encore Sylvain Tesson, très connu en France, qui est un auteur randonneur, même si ici, la particularité, c'est qu'ils vivent l'aventure à deux. Donc pour commencer, dans le livre, Thibaut nous pose le décor, il nous raconte son parcours, celui de celle qui deviendra sa femme, Han Nguyen. Ça permet de poser un peu les histoires et les motivations de chacun, puis il nous présente leur rencontre, et très vite, cette proposition un peu folle, et si on rejoignait le Vietnam à vélo depuis la France ? Et la réponse ? La réponse est presque plus folle, immédiatement, oui. Alors à partir de là, on assiste aux préparatifs, notamment physiques, puis on les suit tout au long de leur périple. Alors on aura des paysages magnifiques, on aura des rencontres inoubliables, mais aussi des moments beaucoup plus difficiles, de fatigue, de doute, beaucoup d'imprévus, et parfois même le danger. Ouais. C'est ce qui rend le récit vraiment vivant. Julien, tu sais, ce qui m'a frappé, c'est qu'au début, je pensais lire un récit d'aventure. Et finalement, j'ai eu l'impression de lire plusieurs livres en un seul. Un voyage inspirant, une histoire d'amour, mais aussi un engagement. Tout à fait d'accord. Et tu commences à me connaître personnellement. Autant l'invitation au voyage m'a plu, mais c'est surtout l'histoire d'amour qui m'a parlé. Ah voilà, je sais. Ah oui, parce que bon, il se retrouve quand même dans des... sûr. Non, mais il faut dire qu'il se retrouve quand même dans des situations parfois éreintantes, parfois extrêmement anxiogènes aussi. Ouais. On en reparlera plus tard, mais il y a des situations vraiment dangereuses et parfois même lunaires. Lunaires. Comme ce passage dans la ville de Qom, ce qui est l'une des plus rigoristes en termes de pratiques religieuses en Iran, où Thibaut nous confie qu'à ce moment, alors que pourtant personne ne leur témoigne d'animosité, ils ont l'impression pour la première fois de leur vie d'être totalement étrangers à ce qui les entoure.
C'est marrant parce qu'on image souvent que l'inconfort vient du danger et pas de ce genre d'étrangeté-là. Oui, et pourtant, à ce moment, ils ont le sentiment de ne pas faire partie de l'endroit où ils sont. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on parle souvent des rencontres, tu sais, qui rapprochent les cultures, mais il y a aussi ces moments où on va se retrouver face à quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. D'accord. Et cette confrontation à l'altérité fait aussi partie du voyage. Mais, malgré tout ça, ils sont ensemble. Et dans le livre, on sent que, tant qu'ils sont ensemble, ils trouveront toujours la force d'avancer. Tout à fait. Je me souviens d'un passage en Iran, sur la route vers Mémé. Reng Nguyen, épuisée après des heures à grimper un col, tu te souviens ? Oui. Elle est tombée en glissant sur une pierre. Et là, ce ne sont pas de simples larmes de fatigue. On sent que c'est tout ce qu'elle retenait depuis des semaines et qui explose d'un coup. Elle hurle « Qu'est-ce que je fais ici ?» Ouais. Oui. Et Thibault la prend dans ses bras et enfin, ils repartent. Ouais. Et ce moment-là, je crois, résume tout le livre. C'est dur, mais ensemble, ça passe. Vous écoutez Café, Livre et Ciné, un podcast de La Voix du Vietnam en partenariat avec l'Institut français du Vietnam à Hanoï. Julien, en fait, quand je referme ce livre, ce ne sont pas les 16 000 kilomètres qui me reviennent en mémoire. Ah bon ? Oui. Ce sont des images. Je pense à ce coucher de soleil sur la mer Noire. Je pense à ces dauphins qui apparaissent soudainement. Je pense aussi à ces familles iraniennes qui ouvrent leurs portes à nos deux inconnus. Et au fond, j'ai parfois eu l'impression que ce livre racontait davantage les rencontres que le voyage lui-même. Est-ce que tu as ressenti la même chose ? Oui, tout à fait. Parce qu'au final, on a assez peu de descriptions des paysages traversés, tu sais. Bon, en même temps, il y a toutes les photos disponibles, donc ça aide. Et Thibault nous a confié qu'il a cherché à avoir un équilibre dans l'écriture entre les lieux traversés, les anecdotes, les difficultés et les réflexions plus personnelles. En revanche, ce qui est vraiment au centre du livre, c'est les rencontres. Dans quasiment chaque pays, on a des gens qui leur ouvrent leur table, leur maison, leur cœur, qui parfois les invitent à des événements auxquels ils n'auraient jamais assisté sinon. Parfois, c'est juste quelques minutes, comme, tu sais, tous les habitants en Azerbaïdjan là, qui leur offrent des pastèques au bord de la route. C'est assez rigolo comme passage. Et parfois, c'est plusieurs jours. Par exemple, on a Fanny, la cycliste suisse rencontrée sur le bateau sur la mer Noire, et qui va les accompagner pendant tout le périple en Géorgie. Oui. Mais vraiment, s'il y a un pays où on a le plus de rencontres et qui sont les plus inoubliables, c'est l'Iran. Ouais. Alors, on écoute Thibault qui nous en raconte une particulièrement marquante. Une des rencontres qui nous a sûrement le plus marqué, c'est celle avec Reza et sa famille en Iran. Ils appartiennent à la communauté Qashqai et nous les avons rencontrés tout à fait par hasard lorsque nous avons fait une pause. Et ils nous ont invités tout de suite chez eux. Ils ont fait preuve d'un très grand sens de l'accueil, de l'hospitalité et on leur a tout de suite fait confiance. Et vous verrez, je pense, dans le livre, il y a eu un lien très fort entre Zara, la maman de Reza, et Reng Nguyen. Elle a notamment la chance de pouvoir essayer la tenue traditionnelle Qashqai. Et on pense à eux vraiment encore aujourd'hui, tous les jours. Et ils nous ont marqués, je pense, à vie. Et il y a une dimension qui rend cette aventure encore plus particulière, c'est le projet Non La. Tu sais, Non La, c'est le chapeau conique emblème du Vietnam. Même iconique. Oui. Et on écoute, Thibault nous explique pourquoi elle a choisi de consacrer ce voyage à une cause solidaire. Pour nous, cela a été une évidence dès le départ de donner à ce voyage une portée solidaire. Nous avons fait une collecte de fonds pour une association qui s'appelle Poussière de Vie, qui scolarise des enfants des rues et qui leur donne aussi des perspectives d'emploi à travers des formations dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. L'objectif, c'était de récolter $1 par kilomètre parcouru, soit plus de 16 000 $. L'objectif a été pleinement rempli, grâce notamment à la portée médiatique de notre projet du début à la fin.
et notamment au Vietnam où les Vietnamiens ont fait preuve d'un grand élan, on va dire, de solidarité. À travers notre projet, ils ont été inspirés pour participer à cette collecte de fonds. Donc, ce qu'on vient d'entendre, ce que nous partage Thibaut, est parfaitement en accord avec l'esprit du livre. On est vraiment, une fois de plus, dans une célébration de la slow life. On va prendre le temps, se reconnecter aux autres, à la nature, à quelque chose d'essentiel. On est presque dans l'inverse du tourisme classique, où on va accumuler, les destinations les unes après les autres sans les vivre. Et ils ont une volonté d'ajouter du sens à l'aventure. Alors, on cherche tous un sens à notre vie, à nos actions. Certains en trouvent dans la religion, dans l'engagement ou autre. Et ici, ils sont allés le chercher dans un voyage de 16 000 kilomètres. Mais il fallait que le voyage lui-même ait un sens. Voilà. Au-delà de juste l'aventure ou le défi sportif. Et cette volonté, tu vois, de faire un pont entre leurs deux cultures et celle des autres, cette volonté de créer des liens improbables à l'image de leur couple, c'est transformé en un projet solidaire qui fait le lien entre des gens du monde entier et des enfants défavorisés du sud du Vietnam. Personnellement, je trouve ça beau, parce que ça donne une dimension vraiment collective à une aventure qui aurait pu rester très personnelle, juste entre deux. Oui, absolument. Tu te souviens, Julien, en Serbie, par exemple, le vélo de Thibaut tombe en panne. Il trouve Vladimir, un mécanicien local, et Vladimir ne connaît pas le Vietnam. Mais quand il voit le non-là, il pose des questions, il écoute, il pose avec le chapeau pour une photo, et à la fin, il refuse d'être payé. Et ce jour-là, un inconnu, donc, il est devenu une partie de l'histoire. Et ce n'était pas seul. Oui, je me souviens très bien de Vladimir, et on pourrait même multiplier les exemples comme ça quasiment à l'infini. Il y en a tellement. Et ça, c'est arrivé juste après avoir assisté au festival annuel de la communauté ruitaine, encore un autre épisode fameux, grâce à une religieuse francophone qu'ils avaient rencontrée par hasard aussi. Après, plus loin, on aura la rencontre d'Okrobir et Andrea en Géorgie, une famille qui les a accueillis juste parce que leurs enfants ont lancé « Hello » depuis le jardin. Je me souviens. Et une famille qui leur a ouvert une fois de plus la porte et qui a aussi posé avec le Nonna. Puis après, on aura l'Iran, toujours, et Amine. Tu te souviens de Amine ? Oui, je me souviens très bien. Il y a Amine qui les a contactés lui-même, car il suivait leur périple sur Internet. Ouais, et il est passé les chercher à la frontière, les a accueillis, et il les a aidés pour tellement de choses. La carte SIM, la monnaie, les achats de vêtements locaux, parce qu'il fallait s'habiller en Iran, de manière spécifique. Le passage chez le coiffeur. Un vrai samaritain, quoi. Et il y a eu tellement d'autres personnes qui les ont accueillis ou leur ont offert quelque chose en échange de... rien. Et puis les photos du livre illustrent parfaitement cela. On y voit des inconnus posés avec le non-là aux quatre coins du monde. Et Julien, ces photos ajoutent quelque chose que les mots ne peuvent pas donner, non ? C'est juste, mais la réciproque est vraie aussi. Ici, en fait, on a le texte qui complète les photos et vice-versa. Pour moi, ils sont indissociables. Parce que la photo pourra montrer le décor, l'atmosphère, la beauté environnante, toujours. Mais c'est les mots qui viendront nous ajouter du contexte, de l'émotion et du sentiment. En fait, dans le cas d'un récit de voyage comme celui-ci, les deux sont complémentaires. Et d'ailleurs, l'auteur nous explique, dès le début du livre, sa démarche. Il ne veut rien écrire de tout le voyage. Il veut se concentrer vraiment sur l'écriture à la fin, armé de ses souvenirs et de ses photos. C'est tout. Parce qu'il pense que cela lui permettra d'avoir un peu plus de recul et de se concentrer sur les événements les plus marquants du périple. Mais il y a autre chose qui me revient en tête. Si Thibaut nous dit refuser d'écrire quoi que ce soit pendant le voyage, Heng Nguyen, sa femme, elle tient un carnet. Et on la voit dans une ou deux scènes du livre, on la voit écrire. Alors si un jour elle décide de le publier, personnellement je serais vraiment curieux de le lire. Et moi aussi, j'aimerais bien avoir son avis. Qui sait, ça pourrait être complètement différent de ce que pense son mari Thibaut. Je pense aussi. Ouais. Et revenons au livre, il bouscule parfois nos idées reçues.
Quand on parle de certains pays aujourd'hui, on pense immédiatement à la politique ou aux conflits comme l'Iran. Or, dans ce récit, on découvre surtout des visages, des repas partagés, des sourires, des gestes de générosité dans ce pays-là. Ouais. Et ça rejoint ce qui nous avait frappé déjà quand on avait lu Le Venin du papillon. Dans notre premier épisode de ce podcast. Tu sais, un peu cette capacité des êtres humains à toujours continuer à vivre, aimer, espérer, même dans des circonstances extrêmes. Et là, ce livre-là nous rappelle aussi que notre perception des pays est souvent façonnée par d'autres, notamment les médias, comme tu dis, qui parlent surtout des crises, des conflits, des problèmes, etc. Même des dangers. Et des dangers. Ouais. Et à ça, on ajoute tous les récits, les clichés, toutes les représentations un peu simplifiées qu'on a des autres pays et des peuples. Mais comme tu dis, un pays, c'est aussi ses habitants, c'est des usages, c'est des codes spécifiques. Et moi, je pense que de toute manière, la culture, elle est intangible. C'est-à-dire que pour moi, comprendre la vie des habitants, c'est la vivre avec eux. Sinon, on la comprendra jamais à 100%. Mais si on peut pas vivre l'expérience directement dans notre chair, si on peut pas vivre ces rencontres soi-même, les livres restent probablement l'un des meilleurs moyens d'aller à la rencontre de l'autre. D'accord, Victor. La littérature, c'est ça. On voyage sans bouger, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais croisés autrement. Mais Tribault ne nous raconte pas qu'un beau voyage. Il y a aussi la peur. Parfois, Tribault et Heng Nguyen se retrouvent confrontés au danger aussi. Et Tribault raconte notamment avoir un fusil Kalachnikov. Comment tu dis ça? Kalachnikov. Kalachnikov. Ouais. Fusil de l'armée russe, ouais. D'accord. Ou bien sa femme doit faire face à des situations de harcèlement. Ouais. Et Julien, est-ce que ce n'est pas aussi cela qui fait la force du livre, le fait qu'il ne raconte pas seulement un rêve, mais aussi son prix? Oui, et je pense que c'est hyper important de partager ça aussi. Thibaut et Heng Nguyen ne sont pas des super-héros. Qu'on se le dise. C'est juste deux personnes qui s'aiment, qui ont un rêve et qui se lancent dans le pari un peu fou de le réaliser. Tout ça, ça implique une préparation en amont, certes, mais face à l'inconnu, je pense qu'on n'est jamais 100% préparé. Et pour moi, je trouve ça important pour les lecteurs, pour mieux comprendre, pour pouvoir s'identifier aux protagonistes, de voir qu'ils ne sont pas surhumains. Et le livre ne cherche jamais à idéaliser le voyage. Alors oui, ils ont des doutes. Oui, ils ont des moments où ils sont à deux doigts de tout lâcher. Oui, la vie n'est pas toute rose et il y a du danger qui va venir parfois de la météo, parfois de l'épuisement et surtout des autres êtres humains. Mais ils s'accrochent, ils s'entraident. Alors, quand tu dis que leur rêve a un prix, c'est sûr. Mais je pense que c'est ce qui lui donne toute sa valeur. Je ne sais pas, vous qui nous écoutez, mais moi, ce sont souvent ces moments de fragilité qui me touchent le plus dans ce récit de voyage, parce qu'ils nous rappellent que les aventuriers restent des êtres humains, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs limites. Et justement, à la fin du livre, Tribault écrit que cette aventure lui a permis de devenir pleinement lui-même. Et Julien, est-ce qu'au fond, ce livre ne pose pas une question très simple pour savoir qui nous sommes vraiment? Avons-nous parfois besoin de quitter tout ce qui nous est familier? Alors, question simple, oui, enfin, réponse complexe. Je suis pas sûr qu'il existe une réponse universelle à cette question. Je pense que chacun a son parcours de vie. En revanche, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il est souvent utile de sortir un peu de sa zone de confort, que ce soit physiquement, intellectuellement ou culturellement. Là, ils font les trois. Personnellement, par exemple, en venant m'installer au Vietnam, après avoir vécu de manière plutôt sédentaire pendant des décennies, j'ai appris énormément de choses. Alors, sur le Vietnam, d'abord, sur ma compagne aussi, mais surtout sur moi-même, je pense. Par exemple, je me trouvais beaucoup plus... En France, je pensais que j'étais quelqu'un de souple, et quand j'ai vu la capacité d'adaptation des Vietnamiens, je me suis rendu compte à quel point j'étais rigide. Ah voilà. Donc, le Vietnam m'assouplit petit à petit. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je disais? En fait, quand on quitte ses habitudes et ses repères, je pense qu'on est obligé de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et parfois, c'est là qu'on découvre qui on est et ce qui compte vraiment. Après, bon, est-ce qu'il est nécessaire de traverser la moitié du monde à vélo pour vivre ça? Je suis pas sûr. Chacun a ses propres rêves. Certains sont extraordinaires, d'autres très simples. Je pense que l'important, c'est surtout d'oser faire le premier pas. Oui, c'est vrai. Le plus difficile, c'est souvent juste d'oser commencer. Mais en parlant de voyage, il y a un paradoxe
que j'ai trouvé bouleversant. Pendant des mois, Tribo et Keng Nguyen sont accueillis partout, parfois par des parfaits inconnus. Ouais. Et lorsqu'ils arrivent enfin au Vietnam, la pandémie de Covid éclate. Et les gens se méfient d'eux. Parce qu'ils arrivent de l'étranger, on craint qu'ils aient ramené la maladie avec eux. Ouais. Et comme si le voyage leur réservait une dernière leçon, on n'arrive jamais exactement là où l'on pensait arriver. Même si on en a souvent l'impression. Mais pour le coup, bon, on était dans un contexte vraiment exceptionnel, hein, une pandémie mondiale, et ils ont quand même eu un timing incroyable. Voilà. Imagine s'ils étaient partis un peu plus tard de Ouais. France, ou s'ils avaient décidé de prendre plus leur temps dans tel ou tel endroit. Ils seraient peut-être restés bloqués dans un autre pays encore, un pays où ils n'auraient Oui. pas eu les codes, où ils connaîtraient personne, etc. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, au-delà de ce coup de chance, entre guillemets, ça doit être vraiment choquant pour eux, parce que c'est le moment où ils pensent être arrivés à la maison, quoi. Voilà. Et c'est ce moment-là où tout se referme. Ça doit être vraiment déstabilisant. Et malgré tout, ils atteignent leur objectif. Hein. Mhm. Mais je vais m'arrêter là parce que ce livre mérite d'être découvert par vous-même. Ce que je peux dire, c'est qu'au bout du chemin, il y a bien plus que des kilomètres parcourus et des sommes récoltées. Quelque chose d'encore plus précieux, une autre manière de regarder le monde. Comme à notre habitude, il est temps d'écouter le passage que Tribo a choisi comme l'âme de ce livre, celui qui, selon lui, résume le mieux l'esprit de cette aventure. L'Iran nous a marqués à vie, dans notre chair, au plus profond de nos entrailles. Nous avons eu notre lot de dangers, de peur et d'angoisse. Mais ce n'était rien, absolument rien, comparé aux rencontres que nous avons faites, aux paysages que nous avons traversés. Nous sommes allés au-delà de nos peurs, au-delà de nous-mêmes, pour avoir la possibilité de rencontrer la plus grande humanité. Celle qui sait faire toute la part de l'autre, celle qui accueille sans réserve, celle qui ne calcule pas, celle qui fait confiance, celle qui aime. Chers amis iraniens, vous nous avez rendus meilleurs, vous nous poussez tous les jours à le devenir encore plus. Merci pour ce gigantesque cadeau, cette petite vérité. J'ai choisi cet extrait parce que la population iranienne est à des années-lumière parfois de ce que l'on voit dans les médias. Et je pense que l'Iran aussi constitue le cœur du livre. On a fait des rencontres tout à fait exceptionnelles. Nous avons rencontré durant plus de 6 semaines en Iran des gens d'une culture et d'un sens de l'accueil tout à fait, je pense, inégalé. Et on a beaucoup appris en les rencontrant, et même encore aujourd'hui, je continue à essayer de digérer, on va dire, tout ce qu'ils nous ont appris. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure ? Évidemment, l'Iran. En même temps, difficile de faire autrement. Le pays occupe une place tellement importante dans le récit. Il y a quand même 7 chapitres sur 25 consacrés à l'Iran. Mais bon, ça m'a aussi donné envie de découvrir les Géorgiens de ces jours. Ah oui ? Ah, ça a l'air extrêmement sympathique. Et puis, sinon, sur un plan plus personnel, moi, ce livre me rappelle qu'il faut jamais arrêter de rêver. Alors, certes, on réalisera pas tous nos rêves, c'est vrai. D'accord. Mais en même temps, si on arrête d'y croire, ils se réaliseront jamais. On va y revenir, mais ce que je retiens surtout, c'est l'amour, bien sûr. Bien sûr. Et toujours. C'est peut-être le véritable fil conducteur de tout le livre, en fait. Ouais. Et en France, on dit que l'amour donne des ailes. Ici, il a au moins donné des jambes solides et une persévérance sans faille. Julien et ses citations sur l'amour, on ne s'en lasse pas. Et à part ça, il y a autre chose que tu as découvert en lisant ce livre ? Oui, alors une chose plus pratique, j'ai découvert la communauté des Warm Showers. J'en avais jamais entendu parler. Et j'ai été tellement surpris de voir qu'ils en ont rencontré dans presque tous les pays qu'ils ont traversés. Alors ça m'a fasciné de voir que du coup, partout dans le monde, on a des gens prêts à accueillir des cyclistes simplement par solidarité. Et pour finir, ce qui est amusant, c'est qu'en lisant le livre, on découvre que Thibaut et Keng Nguyen ne sont pas du tout des cas isolés. En fait, il y a une véritable communauté internationale du voyage au long cours, alors, cyclistes, randonneurs, adeptes de la van life, familles qui font le tour du monde, etc. Et il y en a même qui se lancent dans des projets encore plus dingues. J'ai entendu parler d'un type
Il s'appelle Carl Bushby. C'est un ancien militaire britannique qui s'est lancé dans un tour du monde à pied. À pied? À pied. Il est parti de l'extrémité sud du Chili en 1998. Imagine, pour rentrer chez lui en Angleterre. Et normalement, il arrive cette année, après 58 000 km à pied. Oh là là, 58 000. C'est beaucoup trop. Oh là. Alors, Julien, à qui conseillerais-tu Un Dieu et l'inconnu? Alors déjà, je pense que c'est un livre très accessible, avec un style simple, les chapitres sont courts, on a de nombreuses photographies qui rendent aussi la lecture assez agréable. Donc, il ne faut pas avoir peur des presque 400 pages du livre. Oui, presque. Hein. Ça se lit vite. Alors, je le conseille évidemment à celles et ceux qui rêveraient de vivre un genre d'expérience similaire à vélo, parce qu'on y trouve beaucoup d'informations pratiques sur la préparation, le matériel, les aléas, comment programmer un itinéraire, comment trouver où se loger, etc. On a tout dans ce livre. Il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment toute la liste du matériel à la fin. On peut préparer sereinement après. Mais je le conseille aussi aux sédentaires, qui aiment les récits de voyage humains, sincères, parce que là, on est vraiment dans une littérature du réel. On est, je dirais, à mi-chemin entre le carnet de route et le récit initiatique. Il y a ta femme. Tu lui offres le livre ou le vélo? Le vélo à 100%. Déjà, 100%. Ma femme, c'est quelqu'un de pragmatique et je pense qu'elle préférera vivre ses propres aventures plutôt que de lire celles des autres. Vivre ses propres aventures, ça tombe bien, hein? J'ai justement une dernière info qui va te faire réfléchir sérieusement. Hein? Ah bon? Tribo et Ren Nguyen ne vivent pas à Ho Chi Minh Ville maintenant, mais ils vivent à Hoi An, entre plage et rizière. Et leur petit garçon a un surnom adorable, Sangak, comme leur pain préféré en Iran. Leur petit garçon? Oui. Oh. Déjà. Et leur plan de famille, repartir à l'aventure tous ensemble, une fois qu'ils seraient grands. Et alors le vélo pour ta femme, c'est sûr. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est leur petit Sangak qui nous racontera ses propres aventures. Et c'est une merveilleuse nouvelle. Oui, je pense qu'ils continueront d'aller loin et je peux que leur souhaiter le meilleur. On attend des nouvelles de leurs aventures. Alors, on se retrouve le dernier dimanche du mois dans Café, Livre et Ciné. Retrouvez-nous sur vovworld.vn, Facebook, Spotify et YouTube. À très bientôt.